Bonjour à tous. Allez, c'est parti pour terminer la correction de ce sujet ENVB 2023. On attaque ici la partie E sur la chimie organique. Alors cette fois, la correction, je vais la faire en correction commentée parce que les molécules sont grosses, donc ça prendrait du temps de tout corriger en live. Alors, dans cette partie E, donc il s'agit de faire une réaction de Garcia-Gonzalez revisitée par l'écocatalyseur EcoZN. Donc on te dit que la réaction de Garcia-Gonzalez permet de préparer des furanes à partir d'exoses comme le glucose, avec une catalyse par des acides de Lewis comme ZnCl2. Bon bref, je te passe les détails. Tu te retrouves ici avec une réaction donc, entre le composé A et le composé B qui, en présence de ton catalyseur EcoZN, peut te ramener à obtenir le composé souhaité qui s'appelle le composé F ici. Donc tu peux voir que le rendement avec l'écocatalyseur est bien supérieur que le rendement proposé par ZnCl2. Alors, dans la première question, on te demande de représenter les deux formes anomères alpha et bêta du glucose et de préciser la relation de stéréochimie qui les lie. Alors ce qu'on va faire là pendant cette correction commentée, c'est qu'on va garder à l'œil les commentaires du rapport du jury sur cette épreuve. Donc première remarque, c'est que bon, moi là où j'aurais tendance à arriver et à donner de but en blanc la configuration des carbones asymétriques, eh bien il précise ici dans le rapport qu'il est attendu qu'il y ait des justifications. Donc il va falloir que vous justifiez pourquoi est-ce que le carbone asymétrique de l'anomère bêta est R et pourquoi le carbone asymétrique de l'anomère alpha est S. Alors, eh bien, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est réellement parler des règles de Cahn-Ingold-Prelog. Donc ici, on va marquer Cahn-Ingold-Prelog. Donc on va classer les substituants par ordre de priorité, croissante ou décroissante, comme vous voulez. Donc ce qu'il faut faire, c'est ici se placer du point de vue de ce carbone qui est ici, et puis regarder les substituants. Donc il est lié ici à un groupe OH, il est lié à un groupe H, il est lié à un atome d'oxygène qui est lié à un atome de carbone, donc ça va faire O carbone dans la séquence, et puis il est ici lié à un atome de carbone qui est lié à un OH. Donc sur ta copie, il faut que tu indiques que d'après les règles de Cahn-Ingold-Prelog, l'hydrogène étant le plus petit substituant, on va lui mettre le numéro 4. Les ordres de priorité font qu'on va avoir ici le numéro 1 pour l'oxygène lié à un carbone qui va être plus gros en termes de règles de Cahn-Ingold-Prelog que le groupe OH qui va donc avoir le numéro 2. Et on va avoir en numéro 3 la liaison ici, donc le groupe carbone-OH, enfin carbone qui est lié à un carbone et à un oxygène, donc ça va faire numéro 3. Donc dans cet ordre-là, on a 1 qui tourne vers 2, 2 qui tourne vers 3 et 3 qui tourne vers 1. Et on a bien l'atome d'hydrogène qui est en arrière, donc on a bien une configuration R. Et tu vas procéder de la même manière pour l'anomère alpha. De toute façon, qu'est-ce qu'on te dit dans l'énoncé? On te dit que l'anomère bêta est de configuration 1R, donc c'est ce qui te permet de donner la notation bêta pour l'anomère ici. Voilà pour cette première question, et on te demande, la relation de stéréochimie qui les lie, donc mais ce sont des diastéréoisomères, parce que tous les carbones asymétriques sont équivalents par ailleurs, donc là il faut bien que tu fasses attention. Des carbones asymétriques, il y en a un peu partout, il y en a un ici, il y en a un là, il y en a un autre ici, et il y en a un autre là. Donc si tu ne changes qu'une partie des carbones asymétriques, eh bien c'est une relation de diastéréoisomérie. De toute façon, les relations d'énantiomérie, ça va ne concerner que les stéréoisomères dans lesquels tu changes absolument la configuration absolue de tous les carbones asymétriques. Alors, ensuite, la question de nommer les trois fonctions entourées. Donc là, il faut que tu les dessines, ces trois fonctions. On a donc l'alpha-hydroxyéther. Bon, un éther, ça doit suffire, je pense.
Ici tu as la fonction alcool et ici une fonction aldéhyde. Donc là encore, si tu te réfères au rapport, ils te disent il est nécessaire d'associer le nom à la fonction, et ils remarquent que certains candidats donnent juste le nom des 3 fonctions dans le désordre, donc ils ne peuvent pas savoir si vous donnez la réponse correcte pour le nom associé à la bonne fonction, enfin, la forme associée à la bonne fonction. Donc bon voilà, attention à ça. Ensuite, dans la question E3, écrire le mécanisme d'ouverture de la forme cyclique sous catalyse acide. Donc ici, tu prends ta molécule et tu vas démarrer ton attaque. Donc pour rappel, les flèches doivent être des flèches courbes qui se terminent par une double flèche, parce que si c'était une demi-flèche, ça concernerait un seul électron, donc un seul radical, enfin un radical, un électron en tout cas. Tandis que là, tu fais donc partir toujours tes flèches depuis un doublé d'électrons, donc l'attaque se fait depuis le doublé d'électrons vers l'espèce qui est électrophile. Donc ici, on a la formation d'une liaison au H, la charge plus, elle est portée par l'oxygène, et on a ici une rupture du cycle avec le rabat ici qui se fait. Ça te donne une charge plus ici, donc un carbocation à cet endroit-là, et à partir de là, tu as un H+, qui est relâché et tu formes une double liaison oxygène. Donc voilà pour cette séquence. Dans la question E4, on te demande d'écrire la formule topologique du produit D sans tenir compte de la stéréochimie des carbones asymétriques. Donc d'ailleurs là, bon, moi j'ai pas fait gaffe à ça, donc j'ai gardé la stéréochimie, mais toi tu peux l'écrire en topologique direct sans te soucier de ta représentation de Cram. Ici, qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est une réaction de cétolysation, donc c'est une réaction de condensation des composés carbonylés en présence de base, puisque ça va être la base, mais de toute façon, je crois que finalement, on te demande après de faire le mécanisme, quoi. Bon, ça aurait été peut-être mieux de faire le mécanisme d'abord, et puis d'avoir la solution ensuite. Donc voilà le résultat de cette réaction de cétolysation. Alors, qu'est-ce qu'on te dit dans le rapport? Sur la question E3, des bonnes réponses, mais les candidats doivent comprendre qu'il y a un ordre dans la suite des étapes. D'accord? Donc ça, c'était pour la question E3, donc il faut que tu fasses attention à ce que les séquences de flèches que tu proposes, elles soient cohérentes, en tout cas qu'elles répondent à un ordre chronologique qui peut effectivement expliquer la formation du produit. Pour la E4, il y a beaucoup de bonnes réponses. Tant mieux. Alors, sur la question E5, on te demande d'indiquer l'atome d'hydrogène le plus acide dans le cétoester B en justifiant la réponse. Donc là, ce que toi tu veux faire, c'est étudier la stabilité des bases conjuguées. Il y a ici 2 possibilités, c'est-à-dire que tu as la possibilité de déprotoner ce H qui est en position alpha, donc de cette fonction carbonyle, donc ça c'est ta fonction carbonyle. Cette fonction carbonyle, elle a 7 hydrogènes en alpha ou 7 hydrogènes en alpha. Donc tu imagines que tu fais partir ce proton ou ce proton, et puis tu étudies les différentes formes conjuguées que tu vas avoir, et tu te rends compte que dans le cas de ce proton qui est ici, eh bien tu as une séquence qui te permet d'avoir 3 formes limites ici avec une délocalisation de ta charge moins qui permet une bonne stabilisation donc de ta base conjuguée. Mieux que dans le cas de l'hydrogène que j'ai entouré en vert ici, quand le proton s'en va, eh bien les formes limites, il y en a un petit peu moins, donc préférentiellement, ce qui va être déprotoné, en tout cas majoritairement, ça va être ce proton ici. Alors, qu'est-ce qu'on te propose? On te dit des bonnes réponses. Les justifications sont en général claires. Très bien. Question E6. Question E6, on te demande d'écrire le mécanisme de la réaction de cétolysation. Donc la première étape, c'est une réaction acido-basique. Donc là, il faut que tu mettes une base, que moi j'ai marqué B-, mais tu peux la marquer B. Ils le disent dans le rapport, ils te disent que il faut faire apparaître une base, même avec la notation B. Donc cette base, elle est nécessaire. Elle va te permettre de déprotoner ici et d'obtenir donc la base qui est stabilisée par mésomérie dont on a parlé tout à l'heure. Et puis on a BH ici. Et puis cette base, eh bien c'est là que tu vas pouvoir lancer la formation de ta liaison carbone-carbone. Donc tu fais partir toujours ta flèche courbe depuis la charge négative pour aller attaquer
sur le carbone de la fonction carbonyle. Donc ici, on a la formation de notre molécule H. Cette molécule H, il va falloir récupérer le proton sur la base pour obtenir le OH qui est ici, donc d'où l'importance d'avoir placé d'abord ta base au début pour déprotoner en alpha de ta fonction carbonyle. Donc voilà pour la formation du produit D. Ensuite, qu'est-ce qu'on te dit? Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit en E6? En E6, il faut faire, ah oui, c'est tout. E7 en général correct. Donc E7, on te demande de nommer la réaction qui passe de D à E. Donc, en fait, ici, pour passer de D à E, ce qu'il se passe, c'est qu'on a une sorte, c'est une déshydratation, pardon. Donc ça s'appelle une réaction de crotonisation. C'est-à-dire que si tu te mets dans un milieu où tu chauffes avec une base forte, c'est comme c'est une réaction de crotonisation qui est aussi une réduction. Bien, tu chauffes pour déshydrater, tu formes une double liaison, c'est comme la déshydratation intramoléculaire d'un alcool. Et le produit le plus stabilisé par conjugaison est majoritaire, donc c'est pour ça qu'on obtient la molécule E qui est ici. Dans la question E8, on te demande par analogie avec le catalyseur H+, d'expliquer comment ZnCl2 présent dans le catalyseur EcoZn active la réactivité de la fonction carbonyle. Donc ici, tu as ton éco-catalyseur ZnCl2, enfin ton ZnCl2 avec ses deux cases vacantes qui peut venir se fixer grâce à une liaison covalente de coordination où l'oxygène fournit les deux électrons pour former cette liaison. Cet éco-catalyseur, il est là, et par un réarrangement que j'indique ici, eh bien, tu peux te retrouver avec un carbone qui porte une charge plus. Donc là, dans le rapport, on te dit qu'il est nécessaire d'utiliser un vocabulaire adapté et précis. Donc il voulait que vous dise que tu actives le caractère électrophile du carbone de la fonction carbonyle. Donc c'est vrai que moi j'ai pas mis de texte ici, mais il est attendu puisque la question est posée en ce sens-là. D'expliquer, donc manifestement ici ils attendent un peu plus que le dessin de la forme limite que j'ai fait. Donc il faut que tu dises ce qu'ils t'ont expliqué là, c'est-à-dire qu'on active le caractère électrophile de la fonction carbonyle, puisqu'effectivement notre atome de carbone porte une charge plus, il devient électrophile. Dans la question E9, on te demande de proposer un mécanisme pour le passage de E à F. Un mécanisme qui m'a un petit peu fait suer, je dois l'admettre. Donc pour simplifier ici, l'éco-catalyseur ZnCl2, ça va être représenté par le H ici, alors plus précisément, ça serait mon H+, à la base qui est venu se greffer. Et cet éco-catalyseur, donc, eh bien, on repart depuis là où on était ici, et on a une charge plus. Bon, là, tu es obligé de regarder attentivement le composé F si tu veux avoir une chance de répondre correctement à cette question. Et c'est même ce qui doit te guider principalement. Alors, la première difficulté, c'est que tu peux pas faire de rotation autour de liaisons doubles. Donc déjà, cette molécule ici, il va falloir la réorganiser. Tu peux faire des rotations autour des liaisons simples. Ici, moi, ce que j'ai envie de faire, la première chose, c'est justement de faire une rotation selon cette liaison pour avoir mon OH ici qui va déjà être un peu plus prêt à faire une cyclisation. Et dans un deuxième temps, c'est la même chose, j'ai aussi envie que tout ça, ça bouge là. Tout ça là, j'aimerais bien que ça vienne se mettre comme ça. Donc, je fais une petite mésomérie, une petite forme limite ici, et puis tu vas te retrouver comme ça, avec la charge plus ici. Et donc, j'ai une liaison simple là. Donc, je peux tourner autour de cette liaison simple librement, et en tournant librement autour de cette liaison simple, tu te retrouves dans cette situation. Et à partir de là, tu rabats de nouveau ta double liaison, mais là c'est bien parce que tu as bien ton doublé non liant de l'oxygène, de celui-ci, parce que c'est ce groupe qui m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, j'ai remarqué qu'il restait exactement 4 groupes hydroxyles. Ça veut dire que le cinquième, c'est celui-ci.
Et donc, il va falloir que ma liaison carbone-carbone, eh bien moi j'aimerais qu'elle se fasse, enfin carbone-oxygène, pardon, je veux qu'elle se fasse entre cet atome de carbone qui est là et cet oxygène qui est ici. Parce que ça va être le seul moyen pour moi d'expliquer pourquoi le groupe CH3 qui est ici, pourquoi il est ici tout seul, et pourquoi mes 4 liaisons ici, enfin mes 4 groupes hydroxyles, je les retrouve ici, donc l'atome de carbone qui est là, eh bien il va falloir que ça soit celui-ci. Alors je peux changer de couleur, on va dire l'atome de carbone qui est ici, je veux que ça soit roulement de tambour, pas du tout, je voulais petit égarement, je réfléchis un instant. Oui, voilà. Je veux que cet atome d'oxygène vienne attaquer ici. Et je veux donc que ce carbone-là, ce soit celui-ci. Et que ce carbone-là, ce soit celui-là. Voilà pourquoi je suis en train de réorganiser ma molécule en faisant bouger autour de liaisons simples, en faisant des rotations autour de liaisons simples. Donc ça me ramène à notre séquence ici. Donc je tourne autour de cette liaison, comme ça je présente ce groupe hydroxyle. Ce groupe hydroxyle, je le présente au carbocation qui est là. On forme la liaison. Donc ici tu dois arriver à 7 molécules. Et tu vois bien que là il y a un problème à ce stade parce que toi tu veux avoir une double liaison ici et une ici. Mais en fait t'en veux pas là. Donc il va falloir faire des prototropies, c'est-à-dire des réorganisations par transfert de protons. Donc moi j'en ai proposé une ici, peut-être que c'est pas la meilleure solution. D'ailleurs si vous avez d'autres idées ou des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc moi ce que je propose ici, c'est que on rabat sur l'oxygène la liaison qui est ici. On attaque à partir du doublet non liant de l'oxygène sur ce proton, ce qui permet d'arriver à un bon groupe partant, bon avec l'éco-ZnCl2. Et comme la molécule, le cycle, il va forcément être stabilisé, donc ça tu peux l'écrire, voilà, tu peux écrire que un cycle conjugué, c'est un cycle qui est stabilisé. Donc ici, en rabattant cette liaison, en attaquant ce proton, en déplaçant cette double liaison ici, et en rabattant cette liaison-là, eh bien qu'est-ce qu'on obtient? On obtient bien notre cycle avec les deux doubles liaisons qui vont bien, qui sont conjuguées en plus avec les doublés non liants de l'oxygène, donc ça c'est intéressant. On a libéré une molécule d'eau, donc ce OH avec ce proton, et puis on a récupéré notre catalyseur EcoZN. Voilà. Bon, cette question elle était quand même difficile, je trouve. J'espère l'avoir traitée correctement. Donc c'est vraiment des questions là pour vous départager. N'oubliez pas que c'est un concours. Il y a de très bonnes copies. Puis chaque année vous êtes de plus en plus préparés. Donc il faut vous départager avec ce type de questions. La question E10, on t'explique qu'en fait finalement le composé F il est obtenu sous deux formes de stéréoisomères Fa et Fb qui diffèrent par la configuration du carbone noté 1. Donc on te demande d'expliquer ce phénomène en proposant un mécanisme qui fait intervenir un intermédiaire réactionnel de type carbocation. Donc l'idée ici c'est de dire que c'est en présence de cet éco-catalyseur que ça arrive. Donc l'éco-catalyseur ici de nouveau je l'ai écrit sous sa forme H+. On peut imaginer tous les doublés non liants sur chaque groupe hydroxy ici, et puis on peut imaginer pour chacun donc une attaque sur le catalyseur, pourquoi pas. Mais il n'y a que pour ce groupe hydroxyle là, que dans ce cas que si tu obtiens cet oxonium ici, il n'y a que dans ce cas où si ce groupe s'en va, OH2 tel que je l'ai noté ici, eh bien le carbocation obtenu est stabilisé par mésomérie, c'est-à-dire que ici ce carbocation, tu peux le stabiliser en délocalisant la charge plus, et puis tu peux poursuivre, alors je ne les ai pas toutes dessinées,
mais tu peux ici délocaliser là, tu peux jouer aussi doubler non liant de l'oxygène, enfin bref. Donc c'est le seul carbocation entre les 4 possibles ici, que tu pourrais imaginer former pour chacun des groupes hydroxyle, c'est le seul qui est stabilisé par mésomérie. Et on peut supposer que ensuite il se recombine, c'est-à-dire que le OH réattaque éventuellement par au-dessus ou par en dessous, puisque les carbocations sont plans, et justement, c'est comme une substitution de nucléophile 1, si tu veux, où tu as un intermédiaire carbocation. Tu sais que la réaction n'est pas stéréospécifique, puisque l'attaque ensuite de ton nucléophile peut se faire par en dessous ou par au-dessus du plan du carbocation. Voilà, et bien je suis content d'avoir pu vous proposer cette correction. Et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ma chaîne, et puis à liker mes vidéos si ça vous a plu. Et puis bon courage pour votre concours qui arrive très prochainement. Allez, à bientôt sur Allo en Sciences.